Bienvenue dans cette émission du 1er octobre 2025 de cette Web TV, l'avant-dernière dans la formule qui se termine. Je m'étais toutefois engagé à produire 2 émissions supplémentaires. La première sur l'affaire Epstein, ça sera le sujet de ce soir. Une autre sur Israël et comment un peuple qui a survécu à un génocide peut basculer à son tour dans une tentation génocidaire. Avec ces 2 émissions, je clorai ce cycle avant d'ouvrir une nouvelle proposition dont j'espère qu'elle sera encore plus intéressante et agréable, tant sur la forme mais surtout sur le fond, puisque nous allons aborder des sujets salutogènes et ceux qui préfigurent le monde qui est d'ores et déjà en train de naître. Et c'est vrai qu'en regardant toujours sur le négatif, on perd de vue tous les motifs qu'on a de se réjouir, de s'enthousiasmer, de ressentir de la gratitude, de l'espérance et d'entretenir des espoirs fondés de pouvoir passer du régime d'effondrement et de décadence dans lequel nous sommes à quelque chose de bien meilleur pour nous tous. Alors l'affaire Epstein, effectivement, je voulais revenir une fois de plus sur cette affaire totalement emblématique au fond de la pathologie nihiliste et pédocriminelle qui afflige actuellement l'Occident, et notamment à la faveur de quelques développements récents et particulièrement intéressants. D'abord, il y a eu une conférence de presse le 3 septembre dernier à Washington, au cours de laquelle 2 représentants, Thomas Massie, républicain du Kentucky, et Ro Khanna, démocrate de Californie, ont donné la parole à un certain nombre de survivantes d'Epstein, dont une dénommée Lacerda, âgée de 14 ans à l'époque, qui ont témoigné d'abus sexuels en brandissant des pancartes « Libérez, rendez publics tous les dossiers » et « Honte à ceux qui couvrent cette abominable affaire ». Elles accusent de manière très directe le département de la justice de l'administration Trump de protéger les acteurs de crimes pédocriminels et leurs complices par une occultation massive, une rétention massive des données sensibles dans lesquelles figurent les noms de toutes les personnalités qui se sont livrées à ces viols et ces crimes sexuels dans les différentes propriétés de Jeffrey Epstein. Les victimes menacent de réaliser leur propre liste de violeurs et de criminels, et nous sommes donc dans un moment extrêmement intéressant de grande tension où l'administration Trump donne l'impression qu'elle a l'intention d'enterrer l'affaire, et Trump notamment ne cesse de marteler que toute cette affaire n'est qu'un canular. Donc il s'assied même sur la réalité des crimes et la souffrance des victimes, en disant rien de tout cela n'a existé, c'est juste un coup monté des démocrates pour occulter les splendides réussites de mon début de mandat. Les représentants que j'ai mentionnés ont entamé une procédure au Congrès pour obtenir par voie législative la divulgation de l'entier des dossiers, en protégeant juste le nom des victimes. Et puis évidemment que la question se pose, n'en déplaise à d'aucuns, de la position de Trump dans toute cette affaire. Il y a un deal particulièrement malsain qui semble avoir été fait avec Ghislaine Maxwell, donc la complice de Jeffrey Epstein, sur laquelle bien sûr nous reviendrons en cours d'émission, et nous essaierons d'évaluer les résultats possibles de cette situation à haute volatilité, tout en concluant par le fait qu'elle ne sera vraisemblablement jamais rendue publique dans sa réalité, pour des raisons bien sûr que nous préciserons. Alors il faut savoir que le 2 septembre, il y a eu une audition devant un comité de la Chambre des représentants et que les victimes ont pu se faire entendre avec manifestement un impact important, puisque, par exemple, une représentante a dit « le gouvernement lui-même, depuis des législatures et des législatures, est responsable de l'injustice monstrueuse et des crimes qui se sont déroulés en toute impunité ». Anna Paulina Luna, une républicaine qui a été un peu désignée personne de contact sur le dossier Epstein, quant à elle, a rappelé, nous le savons tous, nous qui nous intéressons à cette affaire depuis un certain temps, que le scandale est encore plus gros, encore plus massif que ce que tout le monde peut imaginer, en insistant
C'est ce qu'elle a fait que les riches et les puissants devaient faire face aux crimes qu'ils ont commis et finir en prison, comme par exemple Nicolas Sarkozy, ancien président de la République en France. Elle a aussi reconnu, bien sûr, que Epstein était un agent des services de renseignement de l'étranger. Elle n'a pas nommé Israël, mais on sait tous qu'il en est. Direct dans ce qu'elle a exposé et les faits tellement insoutenables que Nancy Mace, une représentante, a dû quitter la séance en cours de route, en larmes, en disant qu'elle avait eu une attaque de panique devant la description de ce que ces jeunes femmes avaient subi. Et le lendemain, donc, un certain nombre de victimes ont pris la parole à Washington avec énormément de dignité et en s'indignant évidemment que Trump ose appeler tout ce qu'elles ont subi et tout ce qui est encore caché à la vue de tous, notamment parce qu'il prend le relais de l'occultation des administrations précédentes, dans une prise de parole évidemment importante. Monsieur le Président Donald Trump, je suis inscrite au Parti républicain. Cela n'a pas d'importance car il ne s'agit pas d'une question politique. Cependant, je vous invite cordialement au Capitole pour me rencontrer en personne afin que vous compreniez qu'il ne s'agit pas d'un canular. Nous sommes de vrais êtres humains, il s'agit d'un vrai traumatisme. Ce qu'on ressent émotionnellement, c'est juste dévastateur. On est vidé de l'intérieur. J'imagine que c'est l'anxiété qui s'accumule avec la dépression et le mode survie. Le système nerveux s'affaiblit et il est détruit. On a l'impression que ça va exploser à l'intérieur. Parce que les personnes, encore une fois, sont réelles. Ces femmes ici sont réelles. Nous sommes ici en personne pour dire que ce n'est pas un canular. Ce n'est simplement pas le cas. S'il vous plaît, humanisez-nous. J'aimerais que Donald Trump et chaque personne en Amérique dans le monde nous humanise, nous voit tels que nous sommes et écoute ce que nous avons à dire. Il n'y a pas de canular. Et au même moment, interrogé par un journaliste qui lui demandait si jamais il n'était pas en train de couvrir un énorme scandale tellement les intérêts impliqués étaient puissants, eh bien Donald Trump a continué dans sa dénégation en disant non, non, rien de tout cela n'existe, ça n'est qu'un canular des démocrates. Et franchement, il faut avoir une imagination assez fertile pour l'imaginer en noble disciple de Sun Tzu. Il a surtout l'air extrêmement embêté et on verra un petit peu plus loin qu'effectivement les risques ne sont pas minces en ce qui le concerne, même si bien sûr on ne peut pas lui attribuer une responsabilité différente de celle des présidents qu'il y a eu avant lui, mais toujours est-il qu'il continue à couvrir un scandale qui évidemment devrait venir en pleine lumière pour des raisons, là encore, auxquelles nous nous intéresserons. From what I understand, thousands of pages of documents have been given, but it's really a Democrat hoax because they're trying to get people to talk about something that's totally irrelevant to the success that we've had as a nation since I've been president. Alors, ce qu'ose redire Donald Trump dans cette réponse, c'est qu'au fond, il a déjà déclassifié tout ce qu'il avait à déclassifier, qu'il ne comprend pas qu'on continue à l'embêter avec ça, que tout ce qui a été révélé, tout ce qui devait être révélé a déjà été révélé, mais ce qui évidemment n'est pas crédible une seconde pour qui que ce soit. Alors il existe des Trumpiens convaincus qui pensent que c'est en fait une stratégie pour pousser les démocrates à réclamer la divulgation des dossiers et que lui-même n'ayant rien à se reprocher, mais le camp démocrate étant dans la situation inverse, eh ben au fond cela conduira les démocrates à se piéger eux-mêmes. Ça n'est pas impossible, c'est une hypothèse, mais ça n'est pas forcément la plus plausible de toutes. Alors le point de situation, c'est que oui, il y a eu une déclassification par l'administration Trump, mais franchement extraordinairement partielle et même cosmétique, une divulgation qui ne livre absolument rien d'important, qui protège tous les intérêts inclus dans la situation, y compris ceux du camp Trump, et qui laisse tout le monde sur sa faim. Il y a eu récemment un blocage judiciaire de la part de cours de l'État de New York et de Floride face à une demande de déclassification des témoignages enregistrés dans le cadre des procès qui ont déjà eu lieu. Et les juges, en fait, ont refusé, mais pour la raison suivante. Ils ont estimé que c'était une diversion et que l'administration Trump pouvait simplement divulguer l'entier de ce qu'elle avait à disposition sans passer par le subterfuge de demander un extrait d'une déposition et d'une autre déposition.
Et les victimes elles-mêmes, elles font le forcing pour que tout cela soit révélé au grand jour, mais il faut savoir que ça serait extrêmement coûteux, problématique et harassant d'ouvrir une nouvelle procédure contre l'État américain pour obtenir la divulgation des dossiers. Et voilà, on est dans une situation compliquée. Le représentant Robert Garcia, une nouvelle fois, a rappelé que l'administration Trump et le président auraient aujourd'hui le pouvoir de révéler l'entier des documents et des dossiers en lien avec cette situation, mais que c'est le département de la justice. Il faut se souvenir que Trump a nommé comme ministre de la Justice et ministre de la Justice adjoint 2 de ses avocats qui avaient travaillé pour lui dans des procédures, et c'est ce département de la justice qui bloque tout, à l'encontre de toutes les promesses qui avaient été prises, à tel point que Kash Patel et Dan Bongino, c'est évidemment un tweet humoristique, aujourd'hui seraient capables d'aller jusqu'à prétendre qu'en fait on a découvert que Jeffrey Epstein n'a jamais existé. Tout le reste n'a pas existé non plus, qu'il s'est bien suicidé tout seul dans une prison, en n'ayant rien fait de mal pendant toute sa vie. Et cette série de mensonges à répétition de l'administration, évidemment, fait très mauvaise impression. La ministre de la Justice, Pam Bondi, a menti sur à peu près tout, récemment encore, en disant que les bandes vidéo surveillant l'entrée de la cellule d'Epstein avaient disparu, puis finalement qu'on les avait retrouvées, mais elle a livré qu'une partie et pas les passages intéressants. Enfin bref, on est dans du foutage de gueule dont le prix en termes de crédibilité publique est quand même assez élevé, quoi qu'en pense Sun Tzu. Et puis on se souvient du tweet d'Elon Musk, évidemment, lui aussi un petit peu embarrassant pour le locataire de la Maison-Blanche, dans lequel il disait la raison pour laquelle les dossiers ne sont pas révélés, c'est simplement que Trump y figure de manière relativement massive. Et c'est effectivement ce qu'une analyse attentive, beaucoup de journaux sont sur le coup, et des journaux qui risquent leur réputation et des procès massifs de la part de Trump, et qui donc malgré tout, ils vont avec une certaine diligence dans la vérification de l'information. Et tant Bloomberg que le Wall Street Journal ont établi que le FBI, sur instruction de Trump, à qui la ministre de la Justice, Pam Bondi, a révélé qu'il figurait de manière abondante dans les dossiers qui sont toujours cachés, a demandé que ces dossiers soient expurgés de son nom. Alors je vous donne le détail, plutôt la référence d'un certain nombre de fils d'actualité sur Twitter qui documentent cette réalité, mais franchement aujourd'hui il y a peu de doute. On sait qu'il y avait une proximité énorme de Donald Trump et de Jeffrey Epstein pendant plus de 10 ans, qu'il y avait une grande proximité de Trump et du clan Maxwell, non seulement de Ghislaine, mais également de toute la famille qui était elle-même aux mains des services secrets israéliens. Et donc, bien sûr qu'il y a quelque chose dont Trump cherche à occulter la réalité, non pas forcément qu'il ait lui-même commis des crimes pédocriminels, mais qu'il ait eu des accointances beaucoup trop proches et qui ne pouvaient pas le laisser dans une ignorance de ce qui se passait réellement du côté d'Epstein jusqu'à leur brouille. Au sujet de la brouille, donc Trump, mais qui aime bien prendre des libertés aussi par rapport à son histoire, a expliqué que c'est au moment où il s'est aperçu, il avait quand même dit quelques années plus tôt que Epstein avait des approches un peu trop directes envers des personnes mineures, qu'il avait pris ses distances. Une autre hypothèse, et probablement que les deux se conjuguent, est que Epstein et Trump ont été en rivalité pour l'acquisition d'une propriété de luxe fort onéreuse à Palm Beach, et qu'en fait, Trump a couillonné Epstein en le dépassant auprès de l'agence immobilière, et que c'est à cela que remonte, et c'est la cause de la brouille qu'ils ont effectivement connue depuis. Alors, il y a une journaliste indépendante que j'aime bien citer dans ce dossier, elle fait du bon travail, son compte s'appelle Amber Speaks Up, donc Ambre parle haut et fort, et elle se quand même pris la peine de préciser que, comme elle couvre de manière proche la réalité du témoignage des survivantes d'Epstein, elle tient à faire comprendre de manière haut et claire qu'elle n'est pas suicidaire, qu'elle n'a pas d'idéation, qu'elle n'a jamais eu comme idée de se faire du mal à elle-même, qu'elle ne boit pas d'alcool et ne prend pas des drogues illégales, et que si quoi que ce soit lui arrive, il faudra regarder ailleurs. C'est-à-dire, il y a déjà un certain nombre de personnes qui sont mortes dans des conditions plus que suspectes et qui avaient énoncé exactement la même chose. Alors, il faut savoir que en juillet 2025, et de manière assez stupéfiante,
Ghislaine Maxwell, qui donc a été condamnée à 20 ans de prison pour trafic d'êtres humains, pour abus sexuels sur mineurs, pour des crimes gravissimes, pédocriminels, a reçu la visite du ministre de la Justice adjoint de l'administration Trump pour 2 jours de déposition enregistrée et au cours duquel il est sorti, que Trump n'avait jamais fait quoi que ce soit de mal d'aucune manière. Alors effectivement, Trump et Ghislaine Maxwell, on l'a dit, ont été proches pendant longtemps, une relation d'amitié, une relation de proximité, une relation aussi bien sûr social, donc de milieu social comme il en existe chez les gens ayant ce niveau de vie et de succès socio-économique. Et puis ce qui est intéressant, c'est que les enregistrements des échanges entre Maxwell et Blanche ont été révélés. Il apparaît par exemple qu'à un moment donné, Ghislaine Maxwell a admis qu'il y avait dans l'entourage immédiat d'Epstein des gens qui aujourd'hui figurent à la Maison-Blanche et dans l'administration du président. Et ce qui est très intéressant, c'est que Blanche fait comme s'il n'avait rien entendu. Il ne pose pas de questions, il ne s'intéresse absolument pas à cette révélation. Non, il passe comme chat sur braise, de nouveau dans un espèce de grand déballage, mais qui finalement ne révèle rien et noie le poisson. Todd Blanche, vous le voyez ici à droite, et je le redis une fois de plus, il avait été l'avocat personnel de Donald Trump dans un ensemble de procédures judiciaires tenant à la réputation de celui-ci. Et puis, dans la foulée de cet entretien, dans laquelle Maxwell, donc de nouveau, c'était le point fort de son témoignage, a assuré que Trump n'avait jamais rien fait de mal, même s'il avait été très proche de Epstein, eh bien, Ghislaine Maxwell a été déplacée de la prison dans laquelle elle était en Floride, qui était une prison de haute sécurité, qui héberge des détenus problématiques ou dangereux, et vraiment avec beaucoup de contraintes dans les conditions de détention, eh bien que Ghislaine Maxwell, dis-je, a été déplacée dans un espèce de camp de vacances dans le Texas, une facilité très ouverte, dans laquelle les détenus sont dans un régime de sécurité minimale, pratiquement décrit comme un campus collégial, pas de barbelés, dortoir mixte, programme de travail externe, on peut faire des diplômes en cours de détention, alors que tous les juristes, quelle que soit leur orientation partisane, reconnaissent que pour une condamnée du fait de trafic sexuel de mineurs, 5 chefs d'inculpation, dont conspiration et transport de mineurs pour abus sexuels. C'est inimaginable. Ce genre de centre de détention est réservé aux personnes qui ont commis des crimes ou des délits non violents, c'est-à-dire typiquement des fraudes, mais en aucun cas pour des personnes comme Ghislaine Maxwell. Alors évidemment que les commentateurs et les dessinateurs de presse s'en donnent à cœur joie. Là, vous la voyez recevant toutes sortes de traitements agréables et délicieux pour quelqu'un dans sa condition et même pour tout un chacun de différents membres de l'administration. Trump qui dit « Ah oui, les souvenirs me reviennent. Non, je n'ai jamais vu Trump faire quoi que ce soit de déplacé ou de répréhensible. » Et on se dit bien qu'il y a un espèce de deal salace qui est en train d'être conclu, où une immunité peut être proposée à Ghislaine Maxwell. La question de sa grâce présidentielle a été évoquée pour une femme diabolique qui a fait violer des centaines de mineurs, en échange de l'assurance que le nom de Trump ne figure pas sur la liste. Car la réalité, c'est que les victimes ont témoigné que Ghislaine Maxwell était encore pire que Jeffrey Epstein. Elle entraînait, elle dressait des jeunes filles mineures à partir de 8 ans, je rappelle les témoignages, à être des esclaves sexuels avec des phénomènes d'emprise psychologique, mais également physique. Elle participait au viol sexuel de ces malheureuses. Et Trump, de son côté, lui a toujours dit « mais je lui souhaite le meilleur ». Après tout, c'est une pauvre femme, elle a perdu son compagnon, Jeffrey Epstein, je ne souhaite de mal à personne, je lui souhaite le meilleur. Et avec des messages extraordinairement troubles ou troublants. Après, bien sûr, on n'a pas besoin d'être dans la haine, même face à des criminels odieux, mais nous sommes face à une criminelle odieuse. Et lui donne l'impression d'être dans une grande banalisation de la gravité de ce qui s'est produit,
mais également de lui accorder d'ores et déjà un traitement de faveur totalement injustifié, et même d'être prêt à envisager de la libérer en échange des bons et loyaux services. Je le redis, tout ça laisse une impression absolument déplorable. Alors le frère de Virginia Giuffre, qui est une des principales victimes du couple Epstein-Maxwell, qui s'est récemment suicidé, a eu évidemment une grosse poussée d'émotion en évoquant cette situation, en disant « Mais Ghislaine Maxwell est une criminelle tellement abominable qu'elle doit rester dans les conditions de détention les plus strictes à vie. On ne peut absolument pas envisager un aménagement de peine pour quelqu'un qui a fait des choses pareilles. » Et on se souvient effectivement du témoignage bouleversant, plutôt de la lettre bouleversante qu'avait écrit sa sœur lorsqu'elle a témoigné en disant à quel point ce qu'elle avait vécu au contact de Ghislaine Maxwell était démoniaque, il n'y a pas d'autre terme. Thomas Massie, lui, est donc ce vaillant représentant républicain du Kentucky qui essaye de faire céder la digue de l'omerta et du secret d'État, a découvert en cours de route que, bien sûr, un grand nombre de personnalités richissimes de différents milieux sont compromises d'une manière ou d'une autre. Par exemple, John Paulson, qui est un espèce de faiseur de roi du Parti républicain, un grand financeur des campagnes électorales, et qui a donné de l'argent à Trump, qui a donné de l'argent de différentes manières au Parti républicain, il est sur la liste, c'est l'un des principaux donateurs de Trump, et Trump prétend que tout ça est un canular des démocrates. Avec tout un écosystème derrière qu'il faut bien comprendre. Que Trump soit en guerre contre l'État profond, pourquoi pas ? Les avis sont ouverts à ce sujet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Trump est un pur produit des mafias du crime organisé nord-américain, avec notamment le plein soutien qu'il a eu toute sa vie de la mafia italo-américaine et de la mafia juive. Et on sait qu'un des personnages, alors je n'aime pas qualifier de manière négative les personnes, mais en l'occurrence, Dershowitz, c'est vraiment une ordure. C'était l'avocat de Jeffrey Epstein. Et lui n'a cessé de dire « il n'y a jamais eu de crimes sexuels sur des mineurs, il n'y a jamais eu de chantage, il n'y a jamais eu de trafic d'êtres humains, et bien sûr Epstein n'avait rien à voir avec Israël. » Et c'est aussi ces gens-là que Trump protège en prétendant qu'il n'y a absolument rien. Alors maintenant, mettons à plat tous ces éléments. Quel est le rôle de Trump dans cette affaire ? Eh bien, il y a plusieurs hypothèses possibles, je les partage avec vous. La première, c'est qu'il agit par protection personnelle. Soit parce qu'il a commis des actes répréhensibles, mais les commentateurs sont plutôt prudents à ce sujet, en disant qu'en connaissant le personnage et sa vie, oui, ça a été un coucheur qui a couché avec des centaines ou des milliers de femmes, il a été infidèle dans toutes ses relations conjugales, mais ça le regarde, c'est sa vie d'adulte. Mais à peu près personne n'envisage qu'il ait pu lui-même violer des enfants ou des adolescents. Toutefois, il faisait partie du même écosystème, il était extrêmement proche d'Epstein d'une manière qui faisait qu'en réalité il ne pouvait pas ignorer les penchants de celui-ci, les soi-disant fêtes avec abus de cocaïne dans lesquelles il y avait énormément de mannequins mineurs qui finissaient à passer à la casserole avec des hommes plus vieux et richissimes. Et donc, même s'il n'y a pas d'éléments criminels probants, il y a tout un ensemble de détails qui pourraient s'avérer dévastateurs pour Donald Trump dans le cours de sa présidence. Le journaliste Michael Wolff, qui a écrit plusieurs livres sur Trump, et notamment lors de son premier mandat à la Maison-Blanche, a reçu des confidences enregistrées sur bande magnétique d'Epstein au sujet de Trump. Et même si on peut bien sûr remarquer que Wolff est lui-même partial, on sait qu'il n'aime pas du tout Trump et que les ouvrages qu'il a écrits sont à charge contre le président, on reconnaît malgré tout que c'est quelqu'un de bien informé et il semblerait détenir des preuves enregistrées de la proximité entre Trump et Epstein. Puis vraiment avec des prises de parole, alors allez savoir si c'est vrai, mais Wolff affirme par exemple avoir demandé à Epstein en 2017 « Mais pourquoi est-ce que tu déballes pas publiquement tout ce que tu as sur Trump ?» et que Epstein lui aurait répondu « Écoute, je suis peut-être un pervers, mais je ne suis pas complètement fou. Je ne prendrai jamais le risque de faire une chose pareille. »
Alors de nouveau, info ou intox, je laisse chacun libre de se positionner, mais on ne peut pas, comme le font d'aucuns, s'interdire de penser à des éléments probants comme ceux que j'évoque ici. La deuxième hypothèse, c'est que, au fond, il est dans une situation compliquée. Le camp MAGA, Make America Great Again, est assez divisé. Certains d'entre eux, plus dans la mouvance QAnon, exigent de la transparence pour nettoyer le marais. D'autres voient un piège des démocrates. Et puis, bien sûr, qu'il y a des personnalités, des entreprises, des administrations impliquées dans la réalité du scandale Epstein, qui, si cela venait à être connu, impliquerait une déstabilisation quasi généralisée du système américain. Donc on peut aussi comprendre que par réel politique, Trump se sente obligé, ou plutôt estime ne pas avoir les moyens de dévoiler l'entier du poteau rose, étant donné la gravité et la multiplicité des implications que cela a. Ensuite, il y a évidemment la possibilité d'un complot plus large. Oui, Donald Trump peut être tenu par le Mossad et Israël. On sent qu'il y a une relation très compliquée et assez perverse avec Netanyahou. Chacun est susceptible de prendre l'ascendant sur l'autre à certains endroits. Donc Trump pourrait être tenu. Et puis, il pourrait y avoir simplement une immensité de l'affaire telle que ça serait trop risqué pour les intérêts des États-Unis et de ses alliés, en particulier d'Israël et de l'Arabie saoudite, d'être démasqués dans la réalité de ce qu'ils ont couvert pendant des décennies. Et je vous montrerai en fin d'émission que cela va encore plus loin que les éléments que je vous donne ici. Alors j'ai évoqué une procédure au Congrès. Il y a un projet de loi, Epstein Files Transparency Act, donc un acte pour la transparence des dossiers Epstein, qui a été introduit en juillet 2025 par Thomas Massie, dont je vous ai parlé, et Ro Khanna, que j'ai parlé aussi, pour déclassifier l'ensemble des dossiers, à l'exception des noms des victimes. Cela a été bloqué en comité, et Massie a lancé alors une autre procédure parlementaire pour contourner l'obstacle et forcer un vote à la Chambre avec 218 signatures pour appuyer sa proposition. La position de Massie est claire, c'est le fait de dire « tout l'establishment nous demande de croire que 2 personnes toutes seules, dans leur coin, ont créé des centaines et des centaines de victimes, ce qui est simplement invraisemblable. Nous avons le droit, mais le peuple américain a le droit de savoir de quoi il retourne. » Alors, au mois de septembre, il disait être à bout touchant qu'il avait déjà 214 signatures, principalement des démocrates, mais quelques républicains également, et qu'il était pratiquement sûr de pouvoir atteindre le nombre nécessaire de 218 signatures. Au 1er octobre, aujourd'hui où je vous parle, il en a recueilli 217. Il y en a une 218e qui est attendue d'une démocrate de l'Arizona, Adelita Grijalva, élue le 24 septembre dans une élection complémentaire. Donc dès qu'elle entre en fonction, elle donne son vote et les 218 voix sont acquises, sauf que les républicains, et notamment le speaker, donc le président de l'Assemblée, si vous voulez, Johnson, bloquent son assermentation pour empêcher que ce vote ait lieu. Il faut quand même voir le détournement de démocratie. Non seulement l'administration Trump a renié ses promesses électorales, ment comme des arracheurs de dents, mais en plus bloque le fonctionnement institutionnel pour protéger à tout prix ce que contiennent réellement les dossiers Epstein. Donc il y a évidemment des tensions fortes à l'intérieur du Parti républicain, entre Massie qui dit « mais voilà, il faut qu'on respecte l'engagement pris auprès du peuple, et peu importe ce qu'il y a dans les dossiers, il est juste trop toxique de laisser les États-Unis être pris dans un système de chantage qui prend en otage sa politique intérieure et extérieure, et puis d'autres personnes qui veulent malgré tout laisser le couvercle sur le poteau rose. » Alors les survivantes elles-mêmes ont dit qu'elles avaient décidé de faire une liste des criminels qui les avaient violées ou qui avaient abusé d'elles sur l'île, mais la réalité c'est qu'elles ne pourraient pas la divulguer. À ce moment-là, elles se feraient immédiatement attaquer en justice, et comme
il est probable que l'immense majorité des preuves, vous savez qu'il y a eu des raids du FBI dans les différentes propriétés d'Epstein et qu'ils ont saisi notamment toutes les bandes vidéo enregistrées qui étaient à disposition, à ce moment-là, ça serait impossible pour les survivantes de démontrer la validité de leur dire et donc elles se feraient condamner. Toutefois, il existe un subterfuge qui est que des représentants, donc des élus de la nation, pourraient, eux, divulguer les noms de cette liste, étant donné qu'ils sont protégés par l'immunité parlementaire. Et Thomas Massie, ainsi que la remarquable représentante Marjorie Greene, qui est elle aussi républicaine, qui a été très au front pendant la crise Covid, se disent prêts à faire cela. Alors, quelles sont les chances de succès et quelle est la pondération de la situation que je vous décris ? Il y a une chance qui n'est pas mince, on est à 217 voix. Dès que la nouvelle représentante entre en fonction, les 218 sont atteintes. Donc, il est tout à fait possible que le quorum soit atteint, que le vote contraigne à une divulgation partielle. Elle sera de toute manière partielle pour protéger les secrets d'État et les personnalités les plus en vue. Et donc qu'il y ait un espèce de progrès symbolique, mais qui ne débouche in fine sur rien de bouleversifiant. Il est toutefois aussi possible qu'il y ait un blocage total, que le Parti républicain soudé derrière Trump, qui pèse évidemment lourd auprès de ses troupes, décide de faire échouer cette pétition avec une posture très cynique. C'est de l'histoire ancienne, on ne va pas rouvrir ces pages douloureuses de notre histoire, allons de l'avant. Il existe une petite chance, on peut l'évaluer à 15 à 20%, qu'il y ait une libération massive. Que le vote passe, que le département de la justice aille dans le sens du vote et publie tout, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a des scandales à répétition qui explosent autour du clan Clinton et Obama, autour de la relation avec Israël, autour des liens de Trump avec la mafia juive, qui sont très forts, et ça n'est pas de l'élucubration antisémite, je vous donnerai des éléments très concrets par la suite. Et puis, malgré tout, une instabilité politique monstrueuse, c'est ce qui fait que cette hypothèse n'est pas très crédible. Et puis, il existe une petite chance ou un petit risque également qu'au fait, on reste dans un espèce de statu quo, que rien ne bouge, que ça continue de s'enterrer progressivement. Alors voilà un petit peu pour un rapide survol. Toutefois, ce qui continue de nous intéresser, j'ai déjà beaucoup défriché le terrain et vous savez que c'est mon dernier tour de piste sur ce sujet, mais c'est qui a protégé Epstein et qu'en est-il du vrai fond de l'affaire ? Alors je vous redis que pour moi, probablement la meilleure source sur ces questions de fond, c'est la journaliste Whitney Webb, qui vit maintenant au Chili, une américaine, qui a écrit les 2 livres « Une nation sous chantage », dans lesquels elle montre qu'en fait, ce système de compromat, comme on l'appelle selon l'expression en usage à l'époque soviétique, où par des scandales sexuels potentiels, c'est-à-dire qu'on met les gens dans des situations où on peut prouver qu'ils ont eu des inconduites sexuelles graves, en particulier avec des mineurs, eh bien on arrive à tenir toute une classe politique, tout un ensemble de capitaines d'industrie, bref, les décideurs, les élites au sens ancien du terme. Et Whitney Webb a montré que ce système existe depuis au moins un siècle en vérité. Et il se trouve, n'en déplaise à d'aucuns, que Donald Trump a eu dans sa carrière politique un mentor, Roy Cohn, qui a été aussi son avocat à un moment donné, qui était un proche de McCarthy, donc ça rappelle des heures sombres de l'histoire américaine, mais qui était spécialisé dans des histoires de compromat avec le fait d'offrir des garçons mineurs à des politiciens pour des ébats sexuels, de filmer et d'enregistrer ça, de sorte à avoir la main mise sur ces personnalités. Et ça n'est pas des rumeurs, ça a été documenté de multiples manières. Le détective James Rothstein s'en est entretenu directement avec Roy Cohn et qui a admis. Donc on amène des prostituées mineures mâles. Maintenant, vous
Vous savez que ça a été une des lignes de défense d'Epstein en Floride, mais un prostitué mineur, ça n'existe pas. C'est un enfant violé ou c'est un adolescent violé. Qu'après, on lui mette 200 $ dans la main en disant « Ah ben voyez, il l'a fait de lui-même, il se prostitue », c'est autre chose. Mais évidemment que aucun adolescent de 12, 13, 14 ans ne se prostitue spontanément. Donc la réalité, c'est que le mentor de Trump avait instauré tout un système de chantage à l'échelon de l'élite des États-Unis au profit de la mafia italo-américaine et de la mafia juive, d'entente avec le FBI et la CIA et des agences de renseignement, notamment israéliens, de très longue date. Et l'affaire Epstein n'est que le dernier avatar de ce système qui existe depuis plus d'un siècle. Alors de nouveau, le fait que Trump ait eu un antécédent d'Epstein comme mentor n'implique pas qu'il ait fait quoi que ce soit lui-même de répréhensible, mais cela confirme, si besoin était, qu'il a grandi dans ce biotope qu'il connaissait sur le bout des ongles, dont il connaissait tous les tenants et aboutissants, et que sa longue amitié avec Epstein ne pouvait pas être naïve de ce point de vue-là, même si, je le répète, il n'a pas forcément commis de crimes sexuels lui-même. Whitney Webb insiste aussi sur l'intrication entre l'univers Epstein et les grandes industries américaines, Peter Thiel et Palantir, tous les systèmes bancaires, les grandes banques des États-Unis, bien sûr le big data, mais également Bill Gates et Microsoft. Et actuellement, tous les journalistes sont en train de regarder ailleurs, alors que par tout un ensemble de connivences, on retrouve toujours les mêmes acteurs, et notamment l'incontournable Alan Dershowitz, dont je vous ai dit précédemment tout le mal que j'en pensais, eh bien, il y avait effectivement une proximité extrême entre la galaxie Microsoft, Gates et Epstein, et avec le fait qu'Epstein a fait en sorte d'ouvrir un ensemble de portes et de marchés à Gates. Et en fait, l'hypothèse de Whitney Webb, c'est qu'il y a encore tout un pan actuellement caché qui va au-delà du scandale sexuel et du chantage et des opérations de renseignement, qui est celui d'une énorme machine financière à blanchir l'argent et à financer des opérations criminelles à travers le monde. Et c'est ça qui a continué dans l'après-Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu tout un ensemble d'opérations dans lesquelles la CIA a trempé. On en a su des choses malgré tout par les médias mainstream, des rackets, des collaborations avec le crime organisé, du trafic d'armes, du trafic de drogue, du trafic d'êtres humains, du trafic de prostitution, des laboratoires biomilitaires dans différents pays. Et il y a eu toute une industrie crapuleuse dans ces registres gravissimes, qui a été installé au profit des services de renseignement de nos pays. Et sur la base de l'argent récolté de ces sources quasi inépuisables, et le crime organisé quand vous êtes protégé par la CIA, eh bien cet argent, après, servait à la corruption, servait au coup d'État. Jeffrey Sachs a rappelé que les États-Unis avaient été à l'origine de pratiquement 80 coups d'État au cours des dernières décennies, visant principalement des démocraties ou des dirigeants élus démocratiquement, qu'on remplaçait par des dictateurs sanguinaires qui étaient complètement soumis aux intérêts américains. Et tout ceci, bien sûr, de pair avec Israël. On sait que la finance aux États-Unis est pour l'essentiel dans les mains d'intérêts juifs. Ça n'est pas une critique ou du racisme, mais il faut aussi reconnaître le génie de la communauté juive en matière d'affaires et de finances. Mais toujours est-il, et notamment, vous savez que Epstein n'avait pas d'affaires légitimes, c'était un prof de maths, sans argent, sans diplôme, et qui, à sa mort, avait accumulé une fortune de plus de 600 millions de dollars, l'essentiel provenant de Wexner, le patron de Victoria's Secret, qui a été le fondateur du Meta Group, un lobby de multimilliardaires en faveur d'Israël, et puis d'entités financières monstrueuses et tentaculaires comme Apollo Global, société avec des offshore aux îles Caïmans, en Suisse, à Chypre, liée avec les instituts financiers du Vatican,
Enfin, on est face à une galaxie et Whitney Webb affirme que Epstein, entre autres talents, avait celui de trouver des combines fiscales. C'est pour ça qu'il a été autant rémunéré. Donc non seulement il a blanchi des fonds des services de renseignement depuis l'opération Iran-Contra au début des années 80, mais qu'après il s'est spécialisé dans l'évasion ou la dissimulation fiscale et, affirme-t-elle, également au profit de Trump et de ses alliés. Il faut se souvenir que Trump a été sauvé 2 fois de la faillite par des investisseurs juifs pour la plupart et liés au groupe Rothschild pour un certain nombre d'entre eux. Or, on a eu la confirmation récemment encore que les Rothschild étaient des habitués d'Epstein. Ce n'est pas pour faire des théories du complot, c'est juste des accointances qui sont documentées. Edmond de Rothschild et Ariane de Rothschild, de la banque Edmond de Rothschild, ont été repérés régulièrement dans les propriétés d'Epstein. Donc, si on reconstitue tout ça, il y a le compromat, l'usine à chantage sexuel, qui perpétue une tradition qui existe depuis toujours aux États-Unis et dont Trump était parfaitement au courant, une usine à chantage pour les élites, l'argent sale avec des opérations de blanchiment d'argent mais monstrueuses, on parle de sommes inimaginables, pour financer des opérations crapuleuses et le chaos à travers le monde, et puis bien sûr, la coopération entre le Mossad et la CIA, de sorte à avoir des relais pour des opérations sales et la mise sous tutelle des pays occidentaux au profit d'Israël. Alors voilà, ça, je ne vois pas d'autre conclusion raisonnable à laquelle on puisse arriver, sauf surprise, sauf à ce qu'on ait négligé une hypothèse qui avait l'air d'être moins probante que celle-ci. Mais aujourd'hui, il semble juste évident que Epstein était un asset hybride Mossad-CIA, probablement les Britanniques également, financé par l'argent sale, blanchiment à travers la CIA, Wexner et des grandes mafias industrielles, que son suicide est totalement fictif, bien sûr, comme celui de Maxwell père, et puis que les quelques divulgations mises en œuvre par l'administration Trump sont simplement des détournements d'attention ou des petites miettes pour satisfaire la foule, mais sans que ce dont il s'agit réellement soit mis en lumière. Et en réalité, bien sûr, il y a un pacte du silence élitiste qui réunit aussi bien Trump pour ses liens avec Cohn, Maxwell, Wexner, les démocrates, Clinton, Obama, Gates, Israël pour le Mossad, la CIA pour toutes les opérations foireuses faites à travers le monde, le crime organisé, et que tout ce beau monde se tient par la barbichette, et que personne ne veut commencer à lâcher le morceau, étant donné les répercussions que cela aurait. Donc la conclusion, bah oui, Epstein a probablement été liquidé comme un vieux rouage usé dont on n'a pas besoin, sauf à ce qu'il coule des jours tranquilles ailleurs, c'est tout à fait possible. On a vu les doutes qu'il y a sur les photos mortuaires, avec notamment des empreintes d'oreilles qui ne correspondent pas à celles qu'on avait de son vivant. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas de happy end et il n'y en aura pas. La justice plie devant les intérêts croisés, les victimes payent, elles se suicident avec beaucoup de paires de guillemets, elles disparaissent, elles s'usent. Et le système continue de rouler. Voilà, raison de plus pour moi de prendre mon envol dans une autre direction. J'en profite bien sûr pour remercier une nouvelle fois mes abonnés et donateurs. C'est grâce à vous si tout ce travail a été rendu possible. Et puis surtout, j'espère que les nouvelles propositions vous plairont. Dès la semaine prochaine, sur cette chaîne, vous verrez tout un nouvel écosystème arriver. Et puis, je pense avec vraiment des perspectives extrêmement intéressantes et enthousiasmantes, oui, même enthousiasmantes, dans l'époque, malgré tout, dramatiquement sombre et démoniaque dans laquelle nous vivons. À bientôt. Merci.